Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Et comme d'habitude, je commence avec les invités de Ragebait de cette semaine, jeudi 18 h sur ma chaîne YouTube et Twitch. Et nous allons accueillir, vous n'êtes pas prêts parce que moi non plus, Orelsan dans l'émission. Oui, c'est vrai, enfin, sauf s'il annule, hein, j'en sais rien, mais pour l'instant il a confirmé, il allait venir. Nous allons accueillir Orelsan pendant 1 heure pour parler un peu de Yoroi et des films qu'il a choisis comme on fait chaque émission. Aussi Mimi Colado, voilà, c'est plutôt une journaliste spécialisée aussi cinéma, mais elle fait beaucoup de contenu lifestyle, mais elle a une vraie passion pour ça. Et Zoltan, que vous connaissez j'imagine, hein, si vous connaissez ma chaîne, j'ai fait plein de collabs avec lui. Donc voilà, c'est ça l'émission de cette semaine, j'espère que ça va vous plaire. On verra comment ça va le faire, mais je pense que ça peut être très très cool. Donc venez ce jeudi sur Twitch, sur le mien, celui de Monsieur Paf, ou sur ma chaîne YouTube directement. Et évidemment, la VOD sera disponible. On va parler de Yoroi, des films qu'ils ont choisis, les invités comme d'habitude, et aussi de Wicked et Running Man en détail, même si évidemment ma critique de Running Man est disponible depuis hier, et ma critique de Wicked sortira demain. Pour parler maintenant des actualités cinéma, il faut savoir que Oscar Isaac s'attaque à Disney. Il refuse de travailler avec eux tant qu'ils seront fascistes, d'après eux, ou tant qu'ils vont aller dans la direction du fascisme. C'est en lien avec le renvoi de Jimmy Kimmel que j'avais expliqué il y a quelques semaines. Et Oscar Isaac, donc, pour l'instant, refuse de bosser avec eux tant que c'est pas réglé. Tant qu'ils vont lécher les bottes de Trump, il refuse de travailler avec eux. Et ça, je respecte énormément. Donc, pour tous ceux qui s'attendaient à un autre Star Wars avec lui, à un Moon Knight saison 2, peut-être à un Avengers. Alors, possiblement, il a déjà tourné avant cette histoire. Hein, pour Avengers, on n'en sait rien. Mais je dis juste, ne vous attendez pas à le revoir dans du Disney pour l'instant, sauf s'ils arrivent à se mettre d'accord sur des choses idéologiques. Et je pense que c'est bien d'avoir un acteur comme ça, qui s'assume, qui dit les choses. C'est un mot fort, hein, de dire, je vais pas bosser avec Disney tant qu'ils sont fascistes. Il n'a pas envie de voir Disney tomber dans le fascisme, et c'est compréhensible, donc pour ça, je le respecte énormément. Pour les fans de Star Trek, on a les réalisateurs du prochain film, ça sera Jonathan Goldstein et John Francis Daly, et vous dites, bah, c'est qui ces mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait d'intéressant? Ils ont fait le film Donjons et Dragons, vous êtes beaucoup à l'avoir apprécié, moi y compris. Je trouve que c'est un super film d'aventure, très divertissant, et qui méritait d'ailleurs de fonctionner, mais malheureusement, il n'a pas fonctionné. Je pense d'ailleurs que le film Donjons et Dragons aurait bien marché s'il serait sorti après Baldur's Gate. Bon, on ne saura jamais malheureusement, mais Donjons et Dragons, c'était super. Moi, Star Trek, je suis pas le plus grand fan, mais je pense que eux qui vont faire ce film, ça peut être une bonne idée, ça peut le faire, je leur fais confiance, même si c'est pas mon délire habituellement. Judd Apatow, le roi des comédies américaines des années 90-2000, va revenir pour une comédie sur la country avec Glenn Powell. Et moi j'aime beaucoup parce que Glenn Powell, il fait beaucoup de comédies, beaucoup de drames, et là ça va être intéressant. C'est un mec qui écrit aussi, il fait des scénarios et tout. Why not, ça peut le faire. Bon, Judd Apatow, il a pas fait des trucs brillants ces dernières années, voire décennies, mais le combo des deux, ça peut fonctionner. Alors, vous allez me dire, Glenn Powell au cinéma, ça peut marcher à chaque fois, ou presque, on verra, hein, avec Running Man dans quelques secondes. Mais en même temps, il faut aussi savoir que sa série Chad Powers, énorme flop, personne ne l'a vu, personne n'en a parlé. C'est triste aussi, mais bon, ça est la preuve que un acteur ne suffit plus aujourd'hui à Hollywood pour motiver des gens à regarder des œuvres. Park Chan-wook a du mal à financer son film américain, car vous le savez, bon, réalisateur sud-coréen, en Corée du Sud, il fait un peu ce qu'il veut, c'est le roi du monde. Mais aux États-Unis, il faut financer des projets. La série qu'il a fait récemment, The Sympathizer, c'était pas un énorme succès. Le film qu'il avait fait il y a une dizaine d'années aux States, c'était pas non plus un énorme succès. Et là, il a envie de refaire des films américains. Et en plus de ça, il y a tout le délire du syndicat des scénaristes. Il a été renvoyé du syndicat car il a écrit justement The Sympathizer pendant la grève des scénaristes et ce n'est pas autorisé, c'est illégal pour le syndicat, donc il a été renvoyé. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas rejoindre le syndicat un jour ou faire quelque chose dans le monde hollywoodien, mais en général, quand tu fais des projets aux States, t'es dans le syndicat des scénaristes, des réalisateurs, des choses comme ça. Donc il a été viré de ce syndicat-là, ça cause aussi problème, j'imagine, en termes de réputation, mais pour l'instant, il a du mal à financer son film. Je me fais pas trop de soucis, je pense qu'il va y arriver, même si, encore une fois, quand t'as des Sud-Coréens qui viennent faire des films aux States comme Bong Joon-ho, Mickey 17, ça reste un flop, fatalement. Mais il voulait avoir Bong Joon-ho, la Warner, pour avoir le nom. Là, il y a sûrement un studio qui va se dire, ok, on va prendre le réalisateur d'Old Boy, parce que c'est ça aussi, hein, Park Chan-wook pour beaucoup d'Américains. Bon, je pense que ça va le faire, il va trouver du financement, mais vous avez vu, hein, beaucoup de réalisateurs hyper connus, chaque semaine, galèrent à trouver du financement. Contrairement à Lars von Trier, qui lui a du financement pour faire son film, mais malheureusement, il est très malade. Ce sera son dernier film d'après lui, à cause de sa maladie. On espère qu'il va s'en sortir, évidemment. Mais voilà, si le film ne se fait pas, c'est à cause de sa maladie. Il a du mal par rapport à ça, et il essaie de le finir, quoi qu'il arrive. Je vous tiendrai évidemment au courant. Attaque de bloc, vous le savez, hein, c'est un film sympathique de science-fiction britannique qui est sorti il y a quoi, 10 ans déjà, 15 ans plus, je sais même plus en quelle année il est sorti. Non, bien avant Star Wars, parce que justement, il était connu comme ça, John Boyega, donc ça fait 20 ans que le film est sorti. Bref, une suite est prévue, le tournage à l'été prochain. Pourquoi pas, moi j'ai bien aimé le premier, c'était sympathique, donc why not. Albert Serra, son prochain film a été dévoilé, c'est un film avec Riley Coff par exemple, qui a été tourné en Lettonie.
Si je dis pas de bêtises, il y a 800 heures de contenu d'après Albert Serra. Albert Serra, c'est Tardes de Soledad, c'est Pacifiction, des choses comme ça. Et c'est son premier film anglophone, premier film américain. Il sortira normalement l'année prochaine. Le tournage est terminé et moi j'aime beaucoup ce que fait Albert Serra. Donc je serai à l'affût sur le film. Werewolf de Robert Eager, j'avais parlé du tournage qui sera bientôt terminé. Il y a Ralph Hinson qui rejoint le casting, mais on connaît le format. Il sera filmé en 35 mm et en 1.37, c'est au format de Lighthouse par exemple. Donc ceux qui s'attendaient à un grand film épique de loup-garou, ça sera un peu l'inverse, peut-être un film un peu plus intense en mode de Lighthouse avec un loup-garou. Donc j'ai hâte de voir ça parce que même si Nosferatu m'a déçu, j'aime bien Robert Eager, je suis très curieux de voir ce qu'il va faire. De même pour Brady Corbett, le réalisateur de Brutalist, va faire un autre film de 3h30. Il avait dit que ça allait être un western, mais on n'est pas sûr pour l'instant. Écoutez, moi je lui souhaite, je pense que c'était un très bon réal. Moi j'ai beaucoup aimé de Brutalist et j'espère vraiment qu'il va plaire et qu'il va réussir à faire son film, même si c'est une grande fresque, encore une fois comme ça. C'était un plaisir, je me rappelle en plus j'ai vu de Brutalist en 70 mm en Italie, c'était juste magnifique. John Woo va faire un autre film, cette fois-ci avec Nicolas Cage, ça s'appelle Gambino. Nicolas Cage va jouer le boss de la mafia new-yorkaise ou d'une mafia à New York, pourquoi pas. Bon, John Woo, il est un peu en perte de vitesse, hein, évidemment, hein, depuis très très longtemps, mais encore une fois, c'est une histoire tellement connue, tellement mythique, qu'on va regarder ses projets, même si j'ai pas vu son précédent, et ni le remake de The Killer, parce qu'en fait, je me respecte, tout simplement, remake de The Killer, c'est pas possible. En plus, j'ai revu The Killer littéralement il y a 2 jours. Jacob Elordi et Lily Rose Depp vont jouer pour Laszlo Nemes, c'est le mec qui a réalisé Le Fils de Saul, et ça sera une adaptation de Cormac McCarthy, donc un grand auteur américain qui a fait plein de livres hyper connus, comme La Route, évidemment, comme Méridien de Sang, qui n'a pas toujours eu droit à son adaptation au cinéma. Ça va venir bientôt d'ailleurs, Méridien de Sang. Ça sera Outer Dark, le bouquin. Apparemment, il est vraiment hardcore, donc j'ai hâte de voir ça. Le tournage va commencer en 2026. Lord of War 2, pour le coup, a commencé son tournage, toujours avec Nicolas Cage, Bill Skarsgård, de Andrew Niccol, le même réalisateur. Curieux, parce que moi, je trouve le premier Lord of War imparfait, avec quelques problèmes, mais bon, je suis curieux de voir le deuxième tout de même. Mark Ruffalo va jouer pour Bertrand Bonello, qui a sorti La Bête récemment. Je suis content pour Mark Ruffalo qui va chercher des auteurs comme ça. En même temps, Bertrand Bonello qui va faire des films un peu différents à chaque fois. Donc je suis grave chaud. Contrairement à Jumanji 3, dont le tournage va bientôt commencer, ça m'intéresse pas du tout, honnêtement. Apparemment, c'est le dernier de la franchise. On va voir, hein, encore une fois. Mais ça m'intéresse pas des masses, donc je sais même pas si je le verrai. J'ai toujours pas vu le deuxième, d'ailleurs. Christie avec Sydney Sweeney est un énorme flop, ça je l'avais dit hein, récemment, mais en gros le distributeur refuse même de partager les chiffres du box-office, c'est très très rare de voir ça, mais ils ne veulent pas les partager parce qu'apparemment ils sont tellement catastrophiques. Bon, c'est comme ça arrive, des flops, elle a répondu Sydney Sweeney en disant que c'est pas très grave, et en vrai, même si je suis pas d'accord avec comment Sydney Sweeney a géré la polémique récente, elle a raison de se dire que c'est pas très grave. Elle a fait son jeu d'acting, elle a fait son rôle et tout, voilà. Son film est sorti et puis basta, mais c'est pas si grave, voilà, ça flop, ça arrive, c'est la vie, c'est comme ça, t'es une actrice, tu vas faire d'autres projets par la suite, c'est pas la fin du monde. Sur ça, elle a raison, mais c'est vrai que ce film qui était vendu comme un prétendant aux Oscars pour elle, d'un coup se retrouve à être un énorme échec, et la polémique n'a évidemment pas aidé, la cote de popularité de Sydney Sweeney, mais c'est vraiment éclaté la gueule récemment, alors qu'elle avait une vraie bonne popularité, je trouve, avant. Running Man, en termes de box-office, c'est aussi un petit four pour l'instant à voir parce qu'il est sorti qu'aux États-Unis et que dans quelques pays. Mais c'est 27 millions pour un premier week-end sur 110 millions de budget. C'est vraiment pas terrible. Je pense que ce sera l'un des gros flops. D'ici 3 semaines, il est en VOD déjà aux States et donc en ligne pour tout le monde. C'est un peu malheureux. J'espère qu'il va s'en sortir un petit peu mieux juste pour donner plus de budget à l'avenir à Edgar Wright parce que Edgar Wright, il en a connu des flops, mais alors celui-ci, il fait mal quand même. À voir, peut-être le bouche à oreille sera très bon. Varanasi a eu le droit à sa première bande-annonce. C'est le prochain film de S.S. Rajamouli qui est un réalisateur extrêmement connu dans le monde aujourd'hui. Mais en Inde, surtout, il a fait Bahubali qui est sorti en salle récemment. Une version Blu-ray qui va sortir bientôt, j'espère la voir et en parler. Et surtout, on a donc ce film Varanasi, le plus gros budget, je crois, de l'histoire de l'Inde. Si je dis pas de bêtises, on a un teaser en mode CGI, Varanasi to the World, ça a l'air vachement impressionnant, ça a l'air assez dingue en termes de visuel, même si on n'a pas vu d'image du film, l'ambiance de gros blockbuster, Globetrotter, c'est ça le hashtag hein, qu'ils utilisent pour le film, ça donne grave envie aussi de voir les précédents films de Rajamouli, mais celui-ci, moi la hype est assez colossale, ce sera 2 films de 3 heures qui vont tous les 2 sortir en 2027. Donc moi ça me hype. Allez voir la bande-annonce, il y a une esthétique, il y a une DA, il y a un truc, ça donne grave envie de voir ça. Je pense que ça sera l'un des films les plus généreux ever quoi. Vraiment je pense qu'on va s'éclater et j'ai très très hâte de voir ce projet. On en parlera évidemment s'il sort en France. J'espère qu'il va sortir en France et dans le monde entier. Marty Supreme a le droit à une bande-annonce aussi. Oui, ça a l'air bien. Voilà, c'est épique de mecs qui jouent au ping-pong et tout avec des histoires d'amour. Ça a l'air bien. Je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut être divertissant. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Contrairement à Super Mario Galaxy qui a l'air d'être encore une fois super tiède, inintéressant. Bon.
Ça a l'air ok, j'imagine, pour les fans, mais moi qui n'ai pas aimé le premier Mario, celui-ci, je vais pas aimer non plus, hein, c'est quasiment sûr. Mais allez, bénéfice du doute, peut-être l'aventure sera fun, on va s'éclater, mais c'était pas le cas du premier pour moi, donc compliqué. Par contre, Good Luck, Have Fun, Don't Die de Gore Verbinski, le réalisateur de Pirates des Caraïbes, de Rango, des choses comme ça, ça donne envie. La bande-annonce, c'est vraiment cool, ça donne vraiment un délire un peu SF, Terminator, en même temps IA et tout. Il y a un truc cynique par rapport au monde, ça a l'air vachement bien. J'espère qu'il sortira en France au cinéma parce que j'ai envie de le voir, ça sera un énorme flop. Ça pour le coup, ça se voit déjà que ça va flopper, mais tout de même, réalisateur de Pirates des Caraïbes, ça a l'air bien. Honnêtement, ça a l'air bien. Allez voir la bande-annonce, ça me donne moi personnellement grave envie. Tom Cruise a eu le droit à son premier Oscar, mais c'est un Oscar d'honneur, hein, même si c'est cool, ça reste un Oscar d'honneur, ça fait plaisir pour des gens comme ça. Bon, pourquoi pas, on en parlera quand il sera nommé à d'autres Oscars par la suite, mais son Oscar à lui, il va le gagner. Moi, je pense pour le Inaritu en 2026, enfin du coup, Oscar 2027, il va le gagner. Pour moi, c'est quasiment évident. Tatsuya Nakada, il nous a quitté récemment. C'est un acteur extrêmement connu japonais qui a joué dans Harakiri, Ran, Sanjuro, Yojimbo, Les 7 Samouraïs, La Condition Humaine. C'est l'un des acteurs les plus prolifiques de l'histoire du Japon. Il nous a quitté récemment, donc il repose en paix. Une pensée à ses amis et à sa famille, évidemment. Quelle carrière de fou. Mais il faut parler de Wong Kar-wai parce que là, c'est vraiment assez embarrassant ce qui se passe. En gros, Wong Kar-wai, il vit un véritable scandale. Une polémique énorme en Chine qui va sûrement signer sa fin de carrière dans le pays. Ça fait quelques années qu'il travaille sur Blossom Shanghai qui est sorti là-bas, je crois qu'en 2022, mais c'est enfin exporté chez nous en Europe et en Occident de manière générale via, je crois, Mubi et la chaîne Criterion aux États-Unis. Mais bref, voilà, il va enfin sortir cette série internationale. Mais il avait donc un assistant qui s'appelle Guer, qui était donc littéralement son assistant personnel, qui devait faire plein de choses. Mais visiblement, il a écrit une grande partie du scénario, voire la majorité du scénario, alors qu'il faisait les deux. Il faisait et le travail d'assistant, donc faire à manger pour Wong Kar-wai, et écrire le scénario, et il est atteint de la maladie de Charcot. Alors là, vrai problème, donc ils ont essayé de régler ça en privé, mais ça ne s'est pas fait. Wong Kar-wai a visiblement refusé. Et ensuite, il y a plein de conversations qui ont leaké. Alors il y a la conversation par rapport à lui, son assistant, qui lui a volé son travail, mais aussi des conversations par rapport à lui, qui voulait créer des bootcamps de scénaristes en Chine afin de voler leur travail. Il a aussi dit des choses extrêmement sexistes. Il s'est moqué de la maladie de Charcot, du coup, de Guer. Bref, plein de choses horribles, mais la chose qui va sûrement détruire sa réputation en Chine, c'est qu'il a critiqué le gouvernement chinois. À partir de là, en général, c'est terminé. Mais donc tout ce mélange de lui qui vole le travail des gens, il a maltraité son assistant qui a fait la majorité du travail de scénario sur la série de 25 épisodes, tout de même, ça a causé beaucoup de problèmes, évidemment. Le sexisme, la critique de la Chine. C'est sûrement une fin de carrière pour Wong Kar-wai en Chine. Peut-être il va aller bosser en France, aux États-Unis, on n'en sait rien, mais pour l'instant en Chine, c'est terminé et c'est un énorme scandale en Chine. On n'entend pas beaucoup parler de ça chez nous, mais là-bas, c'est vraiment un gros cas. Ils en parlent énormément, c'est un vrai problème majeur et donc c'est sûrement la fin pour Wong Kar-wai. Fin de carrière, ça serait juste déjà bien pour la Chine, mais ça pourrait être bien plus grave en réalité, à voir ce que ça va donner et soutien encore une fois aux victimes, dont l'assistant et toutes les personnes victimes des propos de Wong Kar-wai. C'est dommage parce que quand t'aimes bien des histoires comme ça, se rendre compte que c'est un peu des connards, hein, c'est toujours un petit peu triste. Pour changer un peu de ton, il faut parler de Zelda. Les premières images ont été diffusées, c'est des images de plateau. Et c'est important de le noter parce qu'en fait, il n'y a pas encore la correction couleur, des choses comme ça. Mais c'est juste pour te montrer un peu voilà, les costumes, pour te dire à quoi ça va ressembler. En réalité, il y a plusieurs images avec eux. C'est filmé en Nouvelle-Zélande. Ils veulent vraiment donner cette impression de Hyrule, mais là-bas, pour de vrai. Donc ça, c'est cool. Déjà que ça ressemble à un vrai truc filmé sur des vrais endroits et dans des environnements qui existent. C'est par le réalisateur donc du dernier Planète des Singes. Et je pense que juste pour ça, c'est une très bonne chose. En plus, bah, lui, il a bossé dans la Nouvelle-Zélande pour la Planète des Singes. Donc il y a un truc où, normalement, ça devrait bien se passer en termes de tournage. Il y a toutes les photos de plateau. Et moi, je trouve que en vrai, c'est bien de sortir ces photos de plateau rapidement, parce que dans tous les cas, ça avait leak un petit peu avant. Le tournage a commencé il y a quelques semaines pour une sortie en mai 2027. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir pris un peu d'avance en disant « Ok, les gars, regardez, ça c'est Link, ça c'est Zelda, ça c'est les deux, ils ressemblent à ça. Arrêtez les leaks. Vous savez maintenant de quoi on parle, à quoi ça va ressembler. Ça calme un petit peu les ardeurs d'Internet. Le film se fait, ça c'est cool. Et de toute façon, il y aura tellement de studios aussi, j'imagine, et beaucoup de monde full CGI, c'est évident. Why not? Et il y a un truc aussi que j'ai envie de dire par rapport aux acteurs, c'est qu'il y a plein de gens qui disent « Ouais, ils ont pris des inconnus pour jouer Zelda et Link et tout. » Bah oui. En fait, vous vous plaignez toujours à chaque fois quand il n'y a pas d'inconnus qui jouent des rôles majeurs, comme bah là, Zelda et Link. Mais quand c'est des inconnus, vous vous plaignez aussi.
en fait, ils n'ont pas besoin d'être connus ou des acteurs majeurs parce que c'est Zelda. La licence va porter le projet plus qu'autre chose. Donc c'est ça qui va être intéressant, c'est ça qui va être fort de manière générale. Donc moi je trouve ça bien qu'on prenne une licence forte et des acteurs inconnus pour faire aussi percer les acteurs. Je pense que c'est une très bonne chose et j'ai hâte de voir ça, même si pour l'instant on n'a rien vu. Je m'attends pas à avoir une bande-annonce avant l'été prochain au plus tôt, mais on verra bien. Et il faut parler aussi de l'Odyssée qui a le droit à plein d'images, aussi des images de plateau, mais là j'ai un problème avec l'Odyssée, c'est que là ils ont diffusé des images de plateau dans un magazine, mais il faut savoir que tout de même l'Odyssée, ils ont déjà sorti une bande-annonce, mais uniquement pour les cinémas. Donc là, ils nous ont sorti des images dégueulasses, sans correction, sans photo, sans rien, qui ressemblent à la Comic-Con. Je suis désolé, ça fait pas du tout professionnel de sortir ça. Encore Zelda, bon, c'est les deux dans un champ, ça va. Mais là, tu vois qu'il y a la machine derrière, mais ça ressemble quand même à la Comic-Con. Pourtant, quand tu vois le teaser, enfin moi j'ai partagé des images du teaser sur Twitter, parce qu'ici j'aurais pas le droit, je me ferais défoncer par YouTube, parce qu'en théorie c'est illégal. Mais en réalité, ça, c'est dégueulasse. La couleur et tout, c'est pas beau du tout. Mais quand vous regardez les vraies images qui ont été diffusées par le teaser en 4K et tout il y a quelques mois, bah les images sont magnifiques. Mais là, je trouve c'est dommage de ressortir des trucs comme ça en sachant qu'en fait, t'as déjà des images qui étaient magnifiques, dispo et tout. Mais je voulais pas en soi parler de ça parce que ça, c'est pas si grave que ça. Au final, dommage pour les images LED. Mais je voulais juste parler du fait que maintenant, Christopher Nolan a trouvé une nouvelle méthode avec IMAX, évidemment, pour filmer des scènes IMAX de manière intégrale avec le son. Le gros problème des caméras IMAX, c'est qu'elles font un son de fou. Elles font un bruit, mais qui est colossal. Et c'est très dur de filmer, voire impossible de filmer du dialogue avec une caméra IMAX. Donc il faut refaire la scène juste pour capter le son, limite sans la caméra. Et ça prend du temps, bah, c'est compliqué. Là, ils ont réussi à réduire le bruit des caméras IMAX. Alors on les entend encore, évidemment. En plus, ils ont 2 millions de feet, je crois, du coup, de pellicules. C'est un énorme bordel. C'est un film qui est colossal. Mais donc voilà, ils ont réussi à réduire le bruit des caméras IMAX, qui est un peu une révolution pour le monde de l'IMAX, surtout de l'IMAX pellicule, parce que le numérique en dessous ça fait pas de bruit, mais à l'IMAX pellicule, maintenant il y aura plus ce bruit, et ils vont pouvoir filmer des dialogues, et ça va changer absolument tout. Et c'est bien parce que 100% du film, pour la première fois de l'histoire du cinéma, 100% du film sera filmé en IMAX. Et ça n'est jamais arrivé, hein, tout simplement. Il y avait souvent, même pour Nolan, hein, des passages en IMAX, des passages en IMAX réduit. Mais là, tout sera filmé en IMAX, aussi grâce à cette avancée technologique. Et c'est Nolan qui pousse à l'innovation via ses films de la marque IMAX et surtout des caméras IMAX. Donc oui, l'Odyssée va déjà révolutionner le monde de la technique des caméras du cinéma. Et ça va changer un peu la manière dont beaucoup de films sont tournés, parce que maintenant, des caméras IMAX qui font pas beaucoup de bruit existeront, et il y a plein de gens qui vont pouvoir les prendre. Ryan Coogler, Jordan Peele, des gens comme ça qui vont vraiment être à fond avec ces technologies-là et vont pouvoir permettre des choses absolument différentes en termes d'échelle, en termes de vision, de format et tout. Donc j'ai très hâte de voir ça et j'ai hâte de voir l'Odyssée, même si je suis déçu des images un peu nulles qu'ils ont partagées, parce que pour quelqu'un qui n'a pas vu le teaser, tu regardes ça, tu dis bon, ok, d'accord, mais encore. De toute façon, le teaser va pas tarder à sortir, vous verrez de vous-même, mais ça donne vraiment envie, mine de rien. Fallout saison 2 a eu le droit à une bande-annonce et ça donne envie, honnêtement. Voir New Vegas en tant que fan du jeu vidéo, ça donne envie. T'as envie de retourner dans cet univers. Ils ont dit que les Deathclaw, je sais pas c'est quoi le terme en français, désolé, je joue à mes jeux en VO, ce seront des marionnettes, ce qui m'a fait un peu rire parce que quand tu regardes littéralement dans la bande-annonce, c'est clairement une full CGI, mais il y aura des passages en marionnettes avec les Deathclaw et moi, ça me donne un petit peu envie. De toute façon, Fallout, ça a l'air très cool. Wake Up Dead Man a eu le droit aussi à une dernière bande-annonce et ça donne grave envie aussi, ça a l'air vraiment bien. Moi, j'ai beaucoup aimé, évidemment, Knives Out, mais Glass Onion aussi était pas mal, même si c'était quand même un film Covid. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça sort le 12 décembre, on en parlera évidemment. Vaiana a eu le droit à une bande-annonce, alors là, c'est encore du foutage de gueule, je veux dire, Vaiana, tu regardes la bande-annonce, ils ont fait tout ce qui est familier, tout ce qui a déjà été vu 10 000 fois avant, c'est le classique inintéressant. Ils refont le même film, en fait. C'est un manque de respect incroyable. Honnêtement, moi je m'en fous, je vois ça. En plus, c'est moche. 90% du film, c'est du CGI. Ça n'a aucun intérêt. Désolé d'être encore une fois aigri, mais ils sortent le même film. Ça va taper 2 milliards, ça sera un énorme succès. Mais ils ont rushé ce Vaiana parce que Vaiana 1 est un énorme succès sur Disney+. Vaiana 2 est un énorme succès en salle. Donc là, ils rushent ce Vanaya live action assez rapidement par rapport évidemment au film d'animation. Parce que je sais pas s'il y a un écart aussi faible entre le film d'animation original et en même temps le live action. Je ne crois pas, à vérifier. Mais oui, ça a l'air insupportable quoi. Je veux dire, ça a l'air d'être la même chose en live action. C'est chiant, mais surtout parce qu'en fait, ça va bien marcher. C'est ça qui est pénible, c'est ça qui est embarrassant. Et ça, moi, personnellement, ça m'énerve. Mais bon, c'est comme ça, c'est le monde dans lequel on vit. Les familles seront hyper heureuses d'aller voir ce film, alors que film d'animation, c'est la même chose. Mais là, ça sera en live action. Ça va être vraiment un truc que je vais pas pouvoir supporter. Hâte quand même de voir The Rock, qu'ils ont pas vraiment montré. Voir comment ils vont chanter et tout, surtout lui.
Je suis un peu curieux de ça par rapport au tatouage, l'animation, à voir, mais j'y crois pas des masses. Et même si j'avais envie d'y croire, bah j'allais croire en quoi? Le même film, avec les mêmes plans et tout? Non, s'il vous plaît, arrêtez. Black Panther 3 sera le prochain film de Ryan Coogler, c'est confirmé. Bon, ok, moi j'ai vraiment pas trouvé le 2 bon. Le 1 était vraiment cool, mais le deuxième pas du tout. Donc là, le 3 avec Denzel, normalement, à voir ce que ça va donner. Ça peut être intéressant. Le Diable s'habille en Prada 2 a eu le droit à une sorte de mini bande-annonce teaser pour remettre un peu les gens dans l'ambiance. Et oui, ça fonctionne. Ils ont bien réussi le montage. Ils ont fait pas mal de rappels au premier film et tout. Ça a l'air bien. J'ai quand même hâte de voir ça. Moi, j'aime bien Le Diable s'habille en Prada. C'est sympathique comme film. Avatar 3 va durer 3h15. C'est le plus long film de la saga pour l'instant. On sera là day one, bordel. J'espère que Disney va m'inviter à l'avant-première parisienne là le 5 décembre, mais ça va être compliqué, j'imagine. Mais j'ai trop hâte de voir ce film, ce projet. Je rêve de ce film, c'est que je suis un énorme fan d'Avatar. Je vais refaire une critique du deuxième avant la sortie du 3. Bref, j'ai tellement hâte de voir ce projet, ce film. On en parlera évidemment une ou deux fois. J'irai le voir en salle, de toute façon 2-3 fois, c'est évident. Jessica Rabbit, le film va sortir. On n'a pas plus d'informations, mais un film va se faire par rapport à ce personnage. Moi, j'aimerais bien voir un retour des films d'animation / live action. Vous savez, bah, comme Roger Rabbit, par exemple. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a le film Coyote versus Acme qui sort l'année prochaine, enfin. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup et c'est dommage parce qu'en vrai, ça mériterait. C'est un format qui est cool, qui fonctionne. C'est peut-être aussi le CGI qui a gâché ça parce que maintenant, en fait, l'animation, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'avant, c'était du dessin animé dans le film. Maintenant, ça existe déjà. C'est du CGI. Donc, c'est un peu particulier. Mais j'aimerais bien revoir ce genre de concept au cinéma. On va voir comment Coyote versus Acme va marcher ou pas l'année prochaine. Alien Earth a été confirmé pour une deuxième saison. Je pense que c'est une bonne chose de confirmer pour une deuxième saison parce qu'il aura le temps de s'améliorer, de changer les choses, d'être plus intéressant. Mais pour moi, la saison 1, c'était une catastrophe. C'était horrible. Ça n'a pas du tout marché pour moi. Donc, je ne sais pas quoi en penser déjà de cette saison 2 qui a mis du temps à être renouvelée et tout. Bon, on verra bien. Bénéfice du doute, j'essaierai parce que de toute façon, je suis trop fan d'Alien, mais c'est une catastrophe, disons les choses. Concernant la Warner, une bataille après l'autre a dépassé le seuil symbolique de 200 millions au box-office international. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un film qui a bien marché à l'international. 65% des revenus du box-office n'étaient pas aux États-Unis, donc ça c'est vraiment très cool. C'est de loin le plus grand succès de Paul Thomas Anderson et c'est un film qui va aller sûrement très loin aux Oscars. Donc j'ai hâte de voir les Oscars juste pour ça parce que moi je l'ai adoré. Ça reste, je pense, mon film préféré de l'année. Brainiac est confirmé comme le méchant de Superman, Man of Tomorrow. Aucune surprise, hein, ça a été teasé comme ça depuis le début. À voir ce que ça va donner. Wuthering Heights, ça a l'air assez intéressant parce que la bande-annonce ou les teasers qu'on avait vus avant m'avaient pas donné envie. Là, cette bande-annonce complète, j'aime bien l'esthétique, j'aime bien le côté un peu apparemment un female gaze d'Emerald Fennell, j'aime bien voilà, le côté très romantique, sexuel, parce que c'est très sexuel comme bande-annonce. Ça fait un peu 50 Shades, ça fait un peu genre film pour adolescentes et tout. Bon, à voir ce que ça va donner, mais juste dans l'esthétique, ça a l'air sympathique. Ça a l'air d'être un truc un peu voilà, au budget, ils vont tenter une chose un peu différente, je pense qu'en termes de box-office, ça va cartonner. Mine de rien, je suis intrigué. Parce que moi, Emerald Fennell, j'aime bien, de manière générale, à voir ce qu'elle va faire ici. Mais ça m'a un peu réconforté en me disant qu'au moins, je vais voir un 50 Shades avec du budget. Déjà ça. Parce que ça a l'air d'être un peu érotique, d'être un peu fantastique aussi à certains moments, d'en faire des caisses. Je pense que je peux bien m'éclater devant le projet sans le prendre trop au sérieux, à voir ce que ça va donner. Dune 3 a terminé son tournage, et oui, le film sortira dans 1 an, le tournage est terminé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, comme beaucoup de personnes. J'ai hâte de voir les premières images, les premières bandes annonces, parce que je pense que ça peut être très très bien. V for Vendetta aura le droit à une série HBO. Pourquoi pas, en réalité? Parce que le film est sympathique, imparfait je trouve, mais là une série pour développer l'univers et tout, moi honnêtement je suis chaud, ça devrait sortir normalement en 2027, là elle a juste été annoncée. Pour parler maintenant un peu de jeux vidéo, c'est la grosse annonce de Steam qui a annoncé plusieurs consoles. Alors le Steam Deck existe déjà, moi j'en ai un de Steam Deck, c'est génial, j'adore. Steam Controller, c'est la suite du premier, et moi je le dis, et je sais que c'est impopulaire, hein, mais moi le Steam Controller 1 était la meilleure manette que j'ai eue de ma vie. Vraiment. Donc là, le Steam Controller 2, des fois, enfin, ça s'appelle pas 2, mais vous avez compris, dès que ça sort, je l'achète parce que moi, en termes de maniabilité, j'avais adoré le Steam Controller. Donc, je vais aller aveuglément vers ce Steam Controller, quoi qu'il arrive. La Steam Machine, alors là, moi, me concernant, j'ai déjà un PC avec une 5090 dedans. Donc, une Steam Machine, ça ne sert à rien. Je suis un joueur PC de base, je m'en fiche. Cependant, pour les joueurs console qui veulent avoir un PC avec la facilité d'une console, je pense que ça peut être une très bonne option. Surtout que bah, l'univers Steam, SteamOS, tous les jeux PC, les émulateurs, tout ce que vous voulez, quoi. Ça reste un PC, mais version console. Comme ça, les gens qui ont l'habitude de jouer à une console peuvent acheter un PC en mode console. Et je pense que c'est une très bonne chose, en réalité, avoir le prix. C'est ça le truc. Si ça coûte 600 balles, je pense que ça peut le faire. Si ça coûte moins, ça serait génial. Si ça coûte plus,
ça sera compliqué pour beaucoup de personnes. Et surtout qu'apparemment, ça sera meilleur que 70% des PC gaming. Et Steam, ils le savent, ça, parce que c'est la plus grande bibliothèque d'informations sur les PC. Parce qu'en fait, Steam lit votre hardware si vous voulez. Donc, ils savent à peu près c'est quoi l'hardware des gens. Et ils savent à peu près quel jeu peut tourner ou pas sur ce genre de console. Donc, en réalité, la Steam Machine, ça peut être hyper intéressant pour beaucoup de personnes. Mais tout dépend du prix, en fait. Si c'est 800 balles, je vois pas qui va acheter ça. Si c'est 500, 600 balles, quel est l'intérêt d'acheter une console Xbox alors que la Steam Machine sera meilleure, alors qu'il y aura déjà les jeux Xbox dessus? Je comprends pas l'intérêt. Maintenant, PlayStation, il y aura les exclus, mais voilà, si tu peux passer une des exclus, autant acheter une Steam Machine. Avoir les performances, évidemment, avoir quel genre de jeux vont tourner et comment ils vont tourner dessus, et le prix, quoi. Parce qu'on n'a pas encore le prix, ça sort normalement au printemps 2026, et on a les Steam Frame, donc c'est un nouveau casque de réalité virtuelle de la part de Valve. Écoutez, moi je suis un bandeur de Valve, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de consoles différentes de VR. J'ai eu le Steam Index, non pas Index, c'était quoi le premier, je sais plus c'était quoi le nom du tout premier, HTC Vive, c'est ça. J'avais l'HTC Vive à l'époque en 2016, donc moi j'avais adopté la VR très vite parce que je trouve que c'est un concept qui est génial. Maintenant ça manque de jeux, c'est vrai, ça manque d'applications, mais si c'est 400 balles, un casque VR qui apparemment est très bon, surtout par rapport à la compétition, je pense que c'est génial. Et pour quelques jeux que j'ai pas fait comme Half-Life Alyx, j'essaierai peut-être la VR. Mais à voir encore une fois les prix pour toutes ces machines. Et pour ceux qui se demandent, le Steam Deck 2, ils attendent d'avoir de meilleures performances possibles dans une machine avant d'en faire un deuxième. Et je trouve que c'est très bien. De toute façon, le Steam Deck 1, il fait tourner déjà pas mal de jeux. Et c'est très cool. Maintenant, pour parler un peu des Game Awards, il y a eu donc le Game of the Year. C'est donc Clair Obscur qui est parti avec le plus de nominations. 12 nominations, c'est le record historique. Et je pense sincèrement qu'il y a une sorte de maxage par rapport à Clair Obscur. Parce que moi, j'adore le jeu. Hein, je l'ai super bien noté. J'en ai fait une critique. J'ai joué 65 heures au jeu. Je l'ai adoré. Rien à dire. Pour moi, c'était l'un des meilleurs jeux que j'ai fait ces dernières années. C'est super. Cependant, il y a un moment... C'est pas une révolution, c'est pas Elden Ring, c'est pas un Zelda, c'est pas un Red Dead Redemption 2, c'est pas un Baldur's Gate. En fait, ce qui est bien dans Clair Obscur, c'est le gameplay qui est très fun, mais tous les gens qui sont en mode en train de bander sur la narration, sur l'histoire et tout, l'histoire est juste ultra basique et inintéressante, surtout quand tu viens du monde du cinéma. Ok, même l'histoire du jeu vidéo a de bien meilleures narrations, histoires de manière générale. Clair Obscur, moi ce que j'aime bien, voilà, c'est l'univers qui est sympathique, c'est le gameplay avant tout, quoi. C'est le gameplay, c'est comment on joue, c'est tout ça. Ça, c'est vraiment top. Ça, j'aime beaucoup. Donc, Clair Obscur, je trouve que c'est excellent, mais je trouve que les gens qui disent que c'est une révolution, que c'est un jeu de ouf, qui change l'industrie, je pense que les gens en font des caisses. Par contre, félicitations à eux, avec 40 développeurs. Est-ce que c'est un jeu indépendant ou pas? Bon, c'est un autre débat, ça, je vais pas rentrer dedans. Mais je suis content pour eux, ça c'est vrai. Cependant, je vois qu'il y a un maxing de la part des gens. Il y a aussi toute la communauté d'extrême droite qui s'est réapproprié le jeu. Bon, ça, on les baise, eux, évidemment. Donc, Clair Obscur, très content pour le jeu. Vraiment, il mérite ses nominations, rien à dire. Il mérite Game of the Year. Moi, je l'avais adoré, le jeu tout de même. Mais attention, pour moi, Elden Ring, c'est à des vitesses-lumière de Clair Obscur en termes d'innovation, de changement. Tu vois, c'est un truc qui va changer le gaming pour toujours. Clair Obscur, c'est très bien. Mais pour moi, c'est pas une innovation, un truc qui va changer pour toujours, je ne sais quoi. Mais c'est bien. Et j'ai envie de parler de d'autres trucs. Alors les autres jeux, j'ai pas fait évidemment, il faudrait que je les fasse un jour. Mais c'est les meilleures adaptations. Et alors là, MDR, Minecraft en meilleure adaptation. Devil May Cry, j'avoue que j'ai pas vu. Last of Us saison 2, bon, ok. Splinter Cell des fois, j'ai pas vu. Et Until Dawn, ça se voit qu'il n'y avait pas d'adaptation à mettre, en fait, tout simplement. Et surtout qu'ils ont zappé Sonic 3. Sonic 3, en réalité, parmi tous les films, en tout cas, il méritait de gagner face à Minecraft et Until Dawn. J'ai pas vu les deux séries, donc j'en sais rien. Et The Last of Us saison 2, bah, c'était sympathique, mais sans plus. Mais Sonic 3 aurait mérité et aurait pu gagner en réalité, même si encore une fois, Sonic 3, je suis pas un énorme fan. Mais par rapport aux deux jeux de merde là, Minecraft le film et Until Dawn le film, c'était catastrophique. Donc là, ça se voit juste qu'ils n'avaient pas quoi mettre dans la catégorie et il fallait juste nommer quelque chose. Pour les sorties de la semaine, cinéma, on a Running Man, ma critique est déjà disponible sur la chaîne. Wicked 2, ma critique sortira demain. Si j'ai le temps, j'irai voir Dossier 137 qui apparemment est pas mal. Shelby Hawks aussi, apparemment c'est pas mal aussi. Et Eleanor the Great, le premier film de Scarlett Johansson, j'irai peut-être voir tout ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? Dites-moi tout ça. Encore une fois, je suis désolé, je suis fatigué. On fait 1000 trucs en ce moment avec l'émission, la chaîne, tout ça. Donc pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.